On démarre tout de suite. Alors, donc, tu as une première question d'Isabelle qui est: quel traitement préconisez-vous pour les douleurs du nerf pudendal? Ah, ben on commence fort. Alors, commençons fort. Alors, je vais répondre à cette question de manière un peu en résumé, un peu générique, parce que la réponse à cette question, c'est simplement le e-learning complet sur les algies du périnée. Les algies du périnée, sont quelque chose de... C'est difficile d'approche, c'est difficile à traiter, c'est assez complexe. Mais je vais essayer de répondre à votre question de manière simple et essayer de vous faire comprendre en tout cas à quoi ça tient et à quoi ça aboutit. Alors là, vous me demandez, votre question est: quel traitement préconisez-vous pour les douleurs du nerf pudendal? Eh bien, là, je ne vous parle que des traitements que nous proposons en thérapie manuelle, parce que vous savez certainement qu'il existe des traitements médicamenteux, des infiltrations, des interventions chirurgicales. Ça fait partie du domaine médical. En tout cas, pour ce qui concerne la partie rééducation et la partie thérapie manuelle, eh bien, le traitement qu'on va apporter sur les névralgies pudendales dépend en fait de l'origine. Alors, moi, j'ai classé en tout cas les algies pudendales en fonction de leur origine. Un muscle peut venir irriter ce nerf pudendal et en causer la souffrance. Les muscles qui sont responsables d'une algie pudendale sont le muscle piriforme, puisque le muscle piriforme s'insère autour des deuxième et troisième trous sacrés antérieurs et c'est la sortie du nerf pudendal. Donc, un spasme, voire une hypertonie du muscle piriforme peut créer une irritation du nerf qu'on appelle un syndrome neurodynamique. Le deuxième muscle qui est capable de venir créer un syndrome neurodynamique, donc une irritation du nerf pudendal, c'est l'obturateur interne, puisque l'obturateur interne, c'est lui qui crée, par un dédoublement de son aponévrose propre, le canal d'Alcock. Ce canal d'Alcock est traversé par le nerf pudendal et en cas de spasme ou d'hypertonie du muscle obturateur interne, alors le nerf sera irrité. En fait, ce qui se passe, c'est que la vascularisation du nerf, ce qu'on appelle le nervine nervorum, va être comprimée et le nerf va manquer d'oxygène et il va commencer à souffrir. Ça, c'est pour les algies d'origine musculaire. Donc, dans ce cas-là, nous traiterons le muscle piriforme et le muscle obturateur interne, mais pas uniquement le muscle. Le muscle ne vit pas seul. Il n'existe aucune structure dans le corps humain qui vive seule. Toutes les structures vivent avec des voisins, avec des structures voisines, et ces structures voisines sont à traiter aussi. Si je prends l'exemple du muscle piriforme, il s'insère sur le sacrum et il s'insère sur la partie postérieure du grand trochanter. En plus de traiter le muscle, il faudra traiter le sacrum et bien sûr le grand trochanter. Même chose pour l'obturateur interne. Il faudra traiter certainement l'héliaque sur laquelle il s'insère. Ça, c'est pour les origines musculaires. Pour les origines articulaires maintenant. Alors, le nerf pudendal sort, comme je vous l'ai expliqué, au deuxième et troisième trou sacré antérieur. Il sort, il rencontre le muscle piriforme, il commence à descendre dans le bassin, et là, il passe entre les grands et petits ligaments sacrosciatiques. Ces grands et petits ligaments sacrosciatiques, vous les voyez là. Voilà le petit, voilà le grand ligament sacrosciatique. Le nerf pudendal passe entre les deux. Eh bien, ces ligaments ont pour rôle de limiter le mouvement du sacrum et le mouvement de l'iliaque. Donc, lors d'une dysfonction sacrée ou d'une dysfonction iliaque, ces ligaments vont se tendre et vont venir étrangler le nerf pudendal. Si le nerf pudendal est étranglé, il est irrité, il peut créer de la douleur. Voilà un exemple, une origine articulaire.
Parce que, en fait, ce qui nous intéresse, nous, dans les algies, par exemple, du nerf pudendal, ce sont les zones de conflit. On va aller traiter les zones de conflit. Traiter le nerf, je ne sais pas comment on fait déjà. Par contre, traiter les zones de conflit, traiter les endroits où ce nerf peut être irrité, ça, il est possible de le faire. Ensuite, il faut avoir à l'esprit que, comme c'est bien expliqué dans le e-learning, on place nos patients dans des catégories. Alors, 4 catégories sont définies. Il y a la première catégorie est la catégorie traumatique. Dans cette catégorie, c'est la sphère qui porte le symptôme. Par exemple, si je vous donne un exemple, si vous avez mal au genou, si je vous traite le genou et que ça apporte la solution, on peut dire que le symptôme était traumatique. Maintenant, votre patient a mal à un genou, vous traitez son genou et ça n'apporte pas de solution. Alors, on peut dire que ce n'est pas le genou qui porte le symptôme. C'est que la douleur, le symptôme exprimé par le genou vient d'ailleurs. C'est pareil pour le nerf pudendal. On peut dire que si face à une souffrance pudendale, si on traite la sphère, c'est-à-dire on traite l'iliaque, le sacrum et tous les muscles qui vont avec, si on a la solution, on peut dire que c'était une catégorie traumatique. Autrement dit, la sphère porte le symptôme. Si votre patient ne répond pas au traitement de la sphère, donc en l'occurrence, pour une névralgie pudendale, nous traiterons iliaque, sacrum, coccyx et les muscles qui ont un lien de près ou de loin avec ce nerf. Si vous n'avez pas de réponse, ça veut dire simplement que la sphère exprime le symptôme, mais ne le porte pas. Et là, il faudra placer votre patient dans une autre catégorie qui est la catégorie adaptative. Alors, dans la catégorie adaptative, on part du principe qu'une dysfonction en crée d'autres et qu'il va falloir traiter le patient dans son ensemble. Autrement dit, dans les catégories adaptatives, on proposera un traitement de la tête aux pieds à nos patients. Si on a la solution, alors ça veut dire que le symptôme était adaptatif. Et si on n'a pas de solution, on va basculer dans la 3e catégorie, qui est la catégorie posturale ou émotionnelle. Alors, je ne parle pas d'émotionnel dans mes e-learning, d'autres font ça beaucoup mieux que moi, mais je vous parle de posturologie. La catégorie posturale, eh bien, elle caractérise les douleurs chroniques qui ne répondent pas au traitement classique. Et en général, face à une névralgie pudendale, bien souvent, on est face à une douleur chronique qui ne répond pas au traitement classique, au traitement habituel. Et à partir de ce moment-là, on va classer cette névralgie dans les catégories posturales. Et tout le traitement sera basé sur la modification de la posture pour que ces zones de conflit disparaissent. Voilà, je vous ai fait un grand résumé. J'ai pris une grande autoroute. J'espère que c'était clair. Je vais passer à la question suivante. Alors, question suivante. Est-ce l'in-flare ou l'out-flare qui ferme le détroit inférieur? Alors, là, nous sommes en maternité. Donc, la première question à laquelle j'ai répondu concerne l'e-learning sur les algies du périnée. Cette seconde question concerne la prise en charge de la maternité. Eh bien, voilà le bassin. En maternité, on définit 3 détroits. Le détroit supérieur, qui comprend les iliaques, le sacrum et les ligaments iliolombaires, et le détroit moyen que vous trouvez au niveau des épines sciatiques, qui comprend iliaque, sacrum et petit ligament sacrosciatique, et le détroit inférieur, qui comprend les iliaques, le coccyx et le grand ligament sacrosciatique. Alors, au cours de la grossesse et de la maternité, et surtout lors de l'accouchement, ces détroits vont bouger.
vont se modifier. L'iliaque est capable de mouvement. Elle est capable de s'antérioriser et elle est capable de se postérioriser. Alors, étant donné, là on voit bien, je pense que si vous regardez, là vous voyez bien que l'orientation des surfaces articulaires n'est pas verticale. Elle est orientée de 35 degrés vers le dehors. Donc, l'orientation de la surface articulaire entre l'iliaque et le sacrum, elle est oblique. Elle est oblique vers le dehors. Ce qui veut dire que quand l'iliaque fait un mouvement, soit en avant, soit en arrière, ce n'est pas dans ce plan-là. Ce n'est pas dans le plan vertical. C'est dans un plan oblique, à 35 degrés. Et l'obliquité de ce plan, eh bien, amène le fait qu'en biomécanique, l'iliaque va se déplacer dans ce plan-là. Et si elle se déplace dans ce plan-là, si nous prenons comme point de repère l'épine iliaque antéro-supérieur et l'ischion, eh bien, lorsque l'iliaque avance, l'épine iliaque antéro-supérieur s'éloigne de la ligne médiane et l'ischion se rapproche de la ligne médiane. Ça veut dire que l'outflare, donc lorsque l'iliaque va vers l'avant, elle se met en outflare. L'outflare ouvre le détroit supérieur et ferme le détroit inférieur. Tandis que l'inflare, donc l'inflare, c'est quand l'iliaque fait un mouvement vers l'arrière. On appelle ça une postériorité iliaque. Eh bien, si l'iliaque se déplace en arrière, l'épine iliaque antéro-supérieure se rapproche de la ligne médiane et l'ischion s'en éloigne. Et donc, dans ce cas-là, le détroit inférieur va s'ouvrir. Alors, les dysfonctions inflare et outflare existent avec l'iliaque antérieur et l'iliaque postérieur, mais peuvent exister seules en cas de traumatisme. Si vous chutez ou vous glissez, il peut se passer tant de choses qui peuvent mettre en dysfonction l'iliaque, donc l'iliaque peut être en inflare ou en outflare, en dehors de toute biomécanique. Voilà, j'ai répondu à la question. Je vais passer à la suivante. Alors, question suivante. Donc, comment diagnostiquer un occiput antérieur ou postérieur? Comment cela se définit en 3 dimensions? D'accord. Alors, je vais prendre mon petit crâne. Vous voyez. Alors, l'occiput, voilà la partie occipitale du crâne. Si vous regardez le crâne comme ceci, alors lorsque l'occiput, alors on parle bien entendu de dysfonction biomécanique structurelle. On ne parle pas de mouvement crânien, d'inspiration, d'expiration, on ne parle pas de tout ça. On parle de biomécanique pure. Alors, si mon occiput se met en antériorité, donc il va vers l'avant, eh bien, regardez, le menton monte vers le plafond si votre patient est couché. Si l'occiput est postérieur, le menton va descendre. La référence qui est retenue et validée, c'est la ligne menton-pubis. Lorsque votre patient est couché, en dehors de dysfonction, le menton et le pubis doivent être sur la même ligne. Si le menton est au-dessus de cette ligne, alors l'occiput est antérieur. Et si le menton est sous cette ligne menton-pubis, l'occiput est postérieur. On peut confirmer bien sûr par des tests de mobilité et autres, mais en général, ça suffit. Nous pouvons passer à la question suivante. Alors, question suivante. Pour la rotation des clavicules, dans la vidéo, dans les 2 cas, vous parlez de rotation postérieure.
C'est bien lorsque le poignet n'est pas dans le plan de la table vers le bas, vers les pieds, que la clavicule est en rotation postérieure. Et en rotation antérieure, poignet vers la tête. D'accord. Alors, en ce qui concerne les rotations de clavicules, alors les clavicules sont une entrée faciale très importante. Les clavicules sont animées de mouvements frontaux de balançoire, et ça, c'est soumis à deux muscles qui sont le sternocléidomastoïdien et le muscle trapèze. Par contre, pour ce qui concerne les rotations de clavicules, il n'y a aucun muscle qui intervient dans une rotation claviculaire. Les rotations claviculaires sont passives et soumises au mouvement, par exemple, du membre supérieur. L'histoire est que des clavicules à votre os temporal et à votre mastoïde se trouvent des aponevroses qui sont très importantes. On les appelle les aponevroses cervicales, superficielles et moyennes. Et lorsque vos clavicules se mettent en rotation soit antérieure, soit postérieure, elles engagent une traction sur ces aponevroses, et les tractions sur ces aponevroses vont se répercuter sur plein de choses. Sur le nerf vague, sur le trou déchiré postérieur, ça va se répercuter sur plein de structures nerveuses et musculaires. Donc, le traitement des clavicules, c'est quand même quelque chose de vraiment important. Alors, on part du principe que si je suis couché, si la main est dans le plan de la table, alors je n'ai pas de dysfonction en rotation de la clavicule. Si, imaginez, je suis en position couchée, si je suis en position couchée et que ma main tombe plus bas que le plan de la table, alors ça veut dire que ma clavicule est en rotation postérieure. Elle est tournée vers l'arrière et elle permet à ma main de descendre plus bas. Si maintenant la main n'atteint pas le plan de la table, ça veut dire que ma clavicule est en rotation antérieure et elle ne permet pas la rotation postérieure. N'oubliez pas qu'on va toujours dans sa dysfonction. Une clavicule en rotation antérieure permettra une descente de la main et une clavicule en rotation postérieure permettra un mouvement de la main vers le sol. Voilà. Alors, la question suivante est, je n'ai pas compris la notion de réservoir et de robinet concernant le système vasculaire et le lien avec l'artère utérine. Alors là, nous sommes de nouveau en périnatalité et cette question concerne le système neurovégétatif. C'est encore une fois une question où une réponse correcte nécessiterait beaucoup de temps. Je vais essayer de vous faire un petit résumé parce qu'il m'est impossible de vous répondre de manière précise sur peu de temps. Alors, la théorie concernant le système vasculaire et l'artère utérine, elle est reliée au système neurovégétatif. Alors, vous savez que nous sommes gouvernés par un système neurovégétatif qui se scinde en deux parties, le système parasympathique et le système orthosympathique. Le système parasympathique, on le trouve au niveau du crâne et du sacrum, et c'est le système de la récupération. Alors, c'est le système qui s'intéresse à tout ce qui est digestif. Quand vous mangez, après avoir mangé, votre corps entre dans un tonus parasympathique parce que vous devez récupérer. Pour récupérer, vous avez besoin de votre système digestif. Et donc, le parasympathique provoque la vasodilatation des artères centrales
de votre corps parce que vous avez besoin de votre abdomen, vous avez besoin de vos viscères abdominaux pour digérer. À l'inverse, le système orthosympathique, lui, est le système de la défense, de la fuite ou du combat. C'est le système du stress. Alors, si je dois me battre avec vous ou si je dois fuir, j'ai besoin de mes bras, de mes jambes, de mon cœur et de mes poumons. Tout le reste ne m'est pas utile. Lorsque le système orthosympathique est enclenché, il y a vasoconstriction des artères centrales, donc de tout ce qui concerne votre abdomen, et vasodilatation des artères périphériques. Donc, lorsque au niveau, alors le point de départ, donc le système orthosympathique, on le trouve devant les apophyses transverses des vertèbres de C8 à L2. Devant chaque vertèbre, devant chaque apophyse transverse de chaque vertèbre se trouve un ganglion. C'est le ganglion de la chaîne caténaire latérolatérale. Et ce ganglion est relié via une fibre postsynaptique postganglionnaire à un organe. Prenons le cas de l'utérus, puisque la question posée est sur l'artère utérine. Alors, le ganglion qui se trouve devant la vertèbre D12 est relié à l'utérus. Son organe, c'est l'utérus. Et bien souvent, les fibres nerveuses du corps humain ont besoin d'un tuteur, d'une structure qui les porte. Pour le système orthosympathique, la structure qui les porte, c'est l'artère. Donc, le ganglion est relié à l'utérus par une fibre nerveuse qui entoure l'artère utérine. Eh bien, la stimulation de ce ganglion provoque la vasoconstriction de l'artère utérine. Et lorsque vous avez une dysfonction vertébrale, là, en l'occurrence, nous sommes sur D12, si la vertèbre D12 tourne, eh bien, du côté de l'antériorité de la rotation, le ganglion de la chaîne caténaire sera stimulé. Et cette stimulation va provoquer la vasoconstriction de l'artère utérine. Si l'artère utérine porte une vasoconstriction, eh bien, il y a moins de sang qui va arriver à l'utérus. Et dans le cas particulier de la maternité fonctionne sur des taux hormonaux et des concentrations de vasopressine. S'il y a moins de sang, il y a moins d'hormones, il y a moins de vasopressine et ça peut amener des problèmes. Voilà le lien entre le système vasculaire, l'artère utérine et la maternité. Alors, la question suivante, y a-t-il un intérêt au port d'un œuf de yoni pour la femme? Si oui, lequel et pour quelle dysfonction? Alors, les e-learning que je vous propose sont des e-learning de thérapie manuelle et ne comprennent pas les formations sur les œufs de yoni. Je vais quand même vous donner mon mode de pensée. Alors, je pense que le fait de porter des œufs ou des boules de geisha, c'est intéressant, c'est très, très intéressant au niveau proprioceptif. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Nous avons parlé tout à l'heure du nerf pudendal. Alors, le nerf pudendal, il est moteur et sensitif pour le périnée. Je vous prends un petit exemple, un simple spasme du muscle piriforme. C'est très, très, très fréquent. Le spasme du muscle piriforme peut venir, sous certaines conditions, créer un syndrome neurodynamique sur mon nerf pudendal. Alors, au niveau des irritations nerveuses, vous devez imaginer ça comme un câble électrique
avec plusieurs couches. Et en fonction de la couche du nerf qui est irritée, le symptôme en réponse sera différent. Lorsque le nerf est un peu irrité, légèrement, eh bien, le syndrome neurodynamique créé provoque l'hypertonie du muscle innervé avec une perte de sa proprioception. Donc, ça veut dire que, en résumé, dès que le nerf pudendal est légèrement irrité, il provoque le spasme des muscles qui l'innervent et ce spasme provoque la perte de proprioception. Et à ce sens, les œufs de yoni ou les boules de geisha sont hyper intéressantes pour redonner le sens proprioceptif. Les dysfonctions proprioceptives sont très, très, très courantes et même si elles sont petites, elles ont un grand effet au niveau du cortex moteur. Toute structure, tout muscle qui ne bouge pas, qui n'émet pas d'informations, sort du schéma corporel. Donc, on pourrait dire que face à une hypertonie du périnée, celui-ci aura tendance à sortir du schéma corporel et la stimulation qu'offre l'œuf de yoni ou les boules de geisha ou d'autres ou du biofeedback ou tout ce que vous avez envie, tout ce qui travaille la proprioception va aider à réintégrer l'image motrice du mouvement au sein du cortex moteur. Et à ce sens, c'est vraiment très, très, très intéressant. Ça, c'était mon point de vue. On va passer à la question suivante. Alors, encore une question à laquelle il me faudrait un long moment pour y répondre. Alors, la question est, bonjour, y a-t-il des techniques permettant de soulager les douleurs des règles? Je vais répondre à cette question. Alors, effectivement, la première question à se poser est quelle est l'origine des douleurs? Pour répondre correctement à un symptôme, il faut en connaître le code source. Toutes les douleurs des règles, on appelle ça des molimènes. Alors, les molimènes, c'est tout ce qui perturbe les règles. Les douleurs des règles ont plusieurs origines, bien sûr. Alors, l'origine de la douleur des règles peut déjà être déterminée en fonction de leur apparition. Si c'est des douleurs en début de règles, pendant les règles ou à la fin des règles, déjà l'origine sera différente. On traitera différemment et on traitera d'autres structures. Alors, en termes de fréquence, on va parler ici, je ne sais pas si votre question portait sur les douleurs abdominales des règles ou elle portait sur les douleurs lombaires et les migraines. Alors, si je m'en réfère à l'ordre de fréquence, il est beaucoup plus fréquent de trouver des douleurs lombaires et des douleurs de maux de tête ou de migraine lors de règles qu'à des douleurs abdominales. Donc, je vais répondre à cette partie-là. Lors de douleurs lombaires ou de douleurs ou de migraine, de céphalée, eh bien, comment on répond à cette question? Allons-y. À l'intérieur du bassin, vous trouvez la vessie, l'utérus et le rectum. Ces structures tiennent ensemble, sont reliées par un grand ligament qu'on appelle les lames pubo-vésico-utéro-recto-sacrées. Vous pouvez imaginer ça comme des rails de chemin de fer. Les rails sont les ligaments et les poutrelles de bois sont les organes. Ces organes sont maintenus dans ces rails. L'utérus est normalement antéfléchi pour 90% de la population. L'utérus penche vers l'avant. Pendant vos règles, l'utérus prend du volume. Il prend 5 fois sa masse. Et donc, il tombe vers l'avant.
En tombant vers l'avant, il tire sur ces structures qu'on appelle les lames pubo-vésico-utéro-recto-sacrées, et ces lames vont à leur tour tirer sur le sacrum. Ça, c'est l'origine des douleurs lombaires, de la barre lombaire, les douleurs lombaires pendant les règles. Elles sont dues à une perte de mobilité du sacrum. En plus, lorsque l'utérus part vers l'avant et il tire sur ses ligaments, le sacrum va de toute manière avancer. En avançant, il va tirer sur la dure mère. Vous savez, la dure mère, c'est cette membrane qui va du sacrum jusqu'à l'intérieur du crâne. Et elle s'insère au pourtour du foramen magnum. Eh bien, la tension sur la dure mère va faire reculer l'occiput et cela va fermer ce qu'on appelle le sinus droit du crâne, qui est la voie de drainage la plus importante du crâne. Et les muscles vont répondre bien sûr à ce mouvement duromérien et vont opposer une résistance au drainage du crâne. Et l'augmentation de la pression veineuse dans votre crâne vous donne vos maux de tête. C'est une des explications, il y en a plusieurs, mais c'est la plus couramment rencontrée. Donc, dans ce type de règles douloureuses, nous traiterons l'iliaque, le sacrum et l'occiput. Voilà pour la réponse à votre question. Question suivante. Bonjour, dans la technique des 4 cadrans, pourriez-vous localiser plus précisément les 4 zones sur lesquelles il faut appliquer la pression en profondeur, distance de la vulve? Est-il possible de réaliser cette méthode en interne? Alors, je vais répondre à cette question. Alors, en thérapie manuelle, pour traiter le périnée, on n'utilise pas spécialement de technique interne. On utilise une technique externe qui s'appelle la technique des cadrans. Alors, l'idée, c'est que le périnée, vous voyez, ça c'est un périnée qui est mort. C'est le périnée d'une personne décédée, puisque c'est dans l'autre sens. Hein. Vous savez qu'on parle de dôme périnéal. Hein, et donc, ça, c'est l'inverse de ce qu'on va trouver en réalité. La plaque des releveurs forme un dôme et ce dôme doit s'élever. Ce dôme prend appui sur le noyau fibreux central qui est immobilisé par les muscles transverses. Les muscles transverses offrent le point fixe au noyau fibreux central et la plaque des releveurs va s'élever pour venir clôturer l'urètre. Donc, la fonction de la plaque des releveurs, c'est de s'élever. C'est pour ça que ça s'appelle la plaque des releveurs. C'est les releveurs de l'anus, sinon on les aurait appelés autrement. Leur but, leur fonction, c'est de se relever. Alors, vous devez imaginer un périnée comme une succession de couches, de muscles, de fascia, d'aponévrose, de muscles, de fascia, d'aponévrose. L'image la plus simple, c'est une millefeuille, une lasagne. C'est exactement la même chose. Hein. Et pour que cette plaque des releveurs puisse s'élever, eh bien, vous avez besoin que les différentes couches glissent les unes sur les autres. Si les couches ne glissent pas les unes sur les autres, le périnée est incapable de s'élever. Nous partons du principe que la vie de tous les jours, la gravité, le travail, le sport, hein, les hyperpressions intra-abdominales répétées, les petites infections, hein, toutes ces choses vont provoquer des adhérences entre ces feuilles. On appelle ça des ponts collagènes. Et si vous avez des adhérences, si je colle cette feuille-ci avec celle-là, eh ben, ça ne s'élèvera plus. Et donc, on part du principe que pour libérer un périnée, pour lui redonner la possibilité de s'élever,
alors on va tenter de libérer tous ces ponts collagènes. On va tenter de libérer tous ces petits points de colle pour que de nouveau les feuilles glissent les unes par rapport aux autres. Pour ça, on utilise une technique que j'ai reprise, qui existe déjà. Elle est pas, moi, je n'ai fait que synthétiser les choses, j'ai rien inventé. Donc, j'ai repris une technique qui existait déjà, qui s'appelle la technique des cadrans. On divise le périnée en 4 par le pubis et par le coccyx. Et puis, une autre ligne passe par les ischions. Ça délimite 4 cadrans. Le cadran supérieur droit, le cadran inférieur droit, le cadran supérieur gauche et le cadran inférieur gauche. L'idée, c'est de venir tester les cadrans. Alors, la question était où je me place. Eh bien, regardez, pour les cadrans supérieurs, je me place en dessous de la branche ischio-pubienne, juste là. C'est une technique externe, hein. Ce n'est pas une technique interne. Hein. Donc, pour les cadrans supérieurs, je me place à l'angle formé par les lèvres et la branche ischio-pubienne pour les 2 cadrans supérieurs. Et pour les cadrans inférieurs, je me mets en dedans de l'ischion. Pourquoi ces 4 cadrans? Parce qu'ils vont s'adresser à tous les muscles du périnée, sauf les muscles transverses, parce que les muscles transverses, on les trouve au niveau des ischions. Et donc, le but est de venir tester. Je place mes doigts, je les enfonce jusqu'où ils vont et je recherche le cadran qui me résiste le plus, donc entre guillemets qui est le plus collé, ou qui est le plus douloureux, parce que les adhérences, ça peut être très douloureux. Et on va choisir comme ça le cadran qui offre le plus de résistance, donc qui est le plus collé. Pourquoi? Parce que c'est celui-là qu'il faudra libérer en premier, bien sûr. Une fois qu'on a déterminé le cadran qui offre le plus de résistance, on va aller chercher les releveurs, donc on va aller le plus loin possible et on va demander à la patiente de venir pousser sur les doigts. Ce que je souhaite, c'est qu'elle vienne déposer son périnée sur mes doigts. Et au moment où elle va relâcher, moi, je vais gagner gentiment vers la tête. Donc, je vais gentiment permettre à ma plaque des releveurs de s'élever. On peut traiter 1, 2 cadrans, et il y en a rarement plus. C'est exceptionnel de trouver plus de cadrans, sauf dans le cas particulier des algies du périnée. Dans les algies du périnée, on peut trouver bien plus, on peut trouver la totalité en souffrance. Mais dans les dysfonctions courantes du périnée, on trouvera 1, voire 2 cadrans grand maximum. Une fois que les cadrans auront été traités, si je veux être complet sur mon périnée, il me restera à traiter les muscles transverses profonds. Pour ça, on va se placer au bord de l'anus ou au bord de la fourchette et on va amener le pouce contre l'ischion. Du côté de la technique, donc de ce côté-là, les muscles sont mis en position courte et un muscle mis en position courte pendant 90 secondes se relâche. Et de l'autre côté, ça l'étire, ce qui est très très bien aussi. Et on va faire ça des 2 côtés. Après avoir traité mes cadrans et mes muscles transverses profonds, j'aurai libéré mon périnée. Et pour terminer, on doit terminer, en tout cas, par une dernière technique qui est un recette du périnée. Vous devez imaginer un périnée comme une toile d'araignée, et c'est vraiment ça. Un périnée, c'est une toile d'araignée, ça emmagasine de l'énergie cinétique. Et comme vous avez travaillé sur les muscles, vous avez modifié l'équilibre du périnée. Et vous devez le remettre à zéro.
Pour faire ça, on place le doigt sur le noyau fibreux central, on le pousse le plus loin possible et on attend. Et vous allez sentir, votre doigt va commencer à tourner, à monter, à descendre. En fait, c'est l'énergie cinétique de votre périnée qui se libère. Et une fois que votre doigt ne bouge plus, donc que le noyau fibreux central ne bouge plus, vous avez libéré l'énergie cinétique et nous avons fait comme ça un traitement correct de la plaque déreuleveur du périnée. En maternité, vous parlez de l'enceinte manométrique abdominale sans parler du mur antérieur constitué par les abdominaux. Alors, c'est vrai. Quelle est l'influence de la tonicité abdominale sur la position intra-utérine du fœtus et le schéma postural de la mère? Eh bien, je ne parle pas du mur antérieur parce que il est communément admis, en tout cas dans les études et dans ce que j'ai pu lire, il est admis que lorsque ce mur antérieur est trop résistant, il y a un diastasis qui s'installe. Et donc, on ne parle pas, en tout cas, en thérapie manuelle, d'un problème de mur antérieur, puisque si le bébé est trop gros, il y a trop de liquide amniotique ou je sais pas, les raisons qui peuvent faire que, eh bien, les abdominaux ont suffisamment de crédit pour se distendre et si pas, c'est la ligne blanche qui va craquer. Et donc, elle craque au détriment justement de l'enceinte manométrique abdométrique. Donc, on estime que la répercussion du mur antérieur sur les malpositions intra-utérines est négligeable. Question suivante, je ne trouve pas de descriptif du nerf labial antérieur dans la littérature. Quelle est la différence avec le nerf dorsal du clitoris? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. En fait, l'ancienne nomenclature, c'est le nerf dorsal du clitoris ou de la verge. Et dans la nouvelle nomenclature, on va parler de nerf labial antérieur. Et donc, dans les deux cas, c'est une branche du nerf pudendal. Il n'y a pas de différence, c'est l'ancienne nomenclature. Ah, bonjour, peut-on aider à retourner un bébé qui se présente en siège? Oui, on peut essayer en tout cas. Hein. On essaye toujours, on n'est jamais sûr d'avoir la solution parce que si on avait la solution à tout, on devrait s'appeler Dieu. Hein. Ce n'est pas le cas, mais en tout cas, on peut réfléchir. On peut réfléchir et on peut aider le bébé à se retourner. Alors, pour que le bébé se retourne, je vais quand même faire une petite parenthèse. En thérapie manuelle et en périnatalité, un bébé en siège reste une présentation normale. On peut accoucher en siège, hein, du moment qu'il n'est pas décomplété. Voilà. Mais comment on fait? Alors, en thérapie manuelle, on part du principe que pour qu'un bébé se retourne, il faut plusieurs conditions. D'abord, il faut suffisamment de liquide amniotique. Deuxièmement, il faut que l'utérus soit tocolytique. Ça veut dire que l'utérus doit être exempt de contraction quelle qu'elle soit. Il doit être souple et déformable. Troisième condition, bébé doit être haut. Il ne peut pas être engagé dans le bassin. Hein? Et quatrième condition, bébé doit être bien mobile parce que c'est sa mobilité qui le fait se retourner. Hein? Et pour se retourner, il se retourne dans l'enceinte manométrique abdométrique. L'enceinte abdominale manométrique, elle est constituée du bassin, des côtes, du diaphragme. Hein? Et l'endroit difficile, l'endroit critique pour se retourner, c'est là, c'est les côtes. Hein? Donc, nous, pour aider un bébé à se retourner, on va simplement agrandir la pièce dans laquelle il se trouve. Le liquide amniotique dépend de l'artère utérine et justement, tout à l'heure, je vous ai expliqué qu'une dysfonction neurovégétative provoquait une vasoconstriction de l'artère utérine. Donc, on veillera à ce que l'artère utérine donne bien, ce qui assure une quantité normale de liquide amniotique. Ensuite, l'utérus doit être tocolytique, mais c'est la même chose en fait. Lorsque les concentrations anti-hormonaux baissent, eh bien, l'utérus contracte. C'est pour ça qu'on vous donne des hormones quand vous contractez.
Si mon artère utérine porte une vasoconstriction, il y aura moins de sang. S'il y a moins de sang, il y aura moins d'hormones. Hein, et cette baisse hormonale peut provoquer des contractions utérines. Donc, nous interviendrons sur le niveau D12, L1, L2, avec derrière la tête l'idée de faire du neurovégétatif, d'augmenter la vascularisation de l'utérus. Et dans un deuxième temps, nous allons aller vérifier la maison dans laquelle habite le bébé pour être sûr que, par exemple, les basses côtes sont capables de mobilité et vont laisser le bébé se retourner. Dernière chose, si bébé est bas, eh bien, avec les techniques de mobilisation utérine, on va l'inviter à remonter. Il remontera si et seulement si le diaphragme respiratoire est capable de remonter aussi. Donc, il y aura un traitement du diaphragme respiratoire parce que si celui-ci est bas, s'il est spasmé ou hypertonique, c'est difficile pour bébé de se retourner. Donc, on n'aide pas bébé à se retourner, mais on agrandit sa maison. J'ai une question qui dit, peux-tu m'expliquer la différence entre un syndrome canalaire et un syndrome neurodynamique? Les zones de conflit peuvent engendrer les deux. Oui, bien sûr. Alors, le syndrome neurodynamique décrit l'atteinte du nerf. Et le syndrome neurodynamique peut être créé par un syndrome canalaire ou un syndrome du nerf par rapport à lui-même. Je m'explique. On parle de syndrome extracanalaire et de syndrome intracanalaire. Dans les syndromes extracanalaires, le nerf est irrité par une structure, un os, un muscle, et c'est au niveau de sa gaine, de sa myéline qu'il est irrité. Dans les syndromes endocanalaires, c'est le nerf qui est adhérent dans sa gaine. Ça peut être causé aussi par des sollicitations permanentes d'un nerf. Et donc, effectivement, la réponse est oui, les zones de conflit peuvent engendrer les deux. Les syndromes extracanalaires et les syndromes endocanalaires donnent des symptômes différents. Donc, on peut, tout ça est expliqué dans le e-learning sur les algies du périnée, on peut déterminer l'origine de l'atteinte du nerf, est-ce qu'elle est extracanalaire, est-ce qu'elle est endocanalaire, par les symptômes. Comment expliquer à notre patiente qu'elle rentre dans la catégorie émotionnelle sans qu'elle le prenne mal et vers qui l'orienter si nous ne sommes pas formés? Ça, c'est une grande question. Hein. Alors, moi, en général, lorsque vous placez un ou une patiente dans la catégorie posturale, et on peut pas exclure qu'il y ait de l'émotionnel là-dessous. Et donc, étant donné que nous sommes devant des problèmes chroniques qui durent depuis longtemps, en général, les patients sont assez ouverts à ce qu'on leur propose. Et moi, je demande souvent, quand je propose un protocole de posturothérapie, en parallèle, j'essaye que mon patient soit accompagné au niveau émotionnel. Maintenant, c'est vaste. Hein. Moi, j'aime beaucoup les thérapies brèves. Donc, j'irai plutôt vers de l'hypnose, de l'EMDR, des préférences motrices ou des choses comme ça. Est-ce qu'il faut maintenant lui expliquer que c'est une catégorie émotionnelle? Ça, je pense que ça dépend du patient ou de la patiente que vous avez devant vous et de votre relation avec votre patient. Maintenant, c'est vrai que bien souvent, c'est le contraire qui se passe. Les patients arrivent et ils vous disent, ça fait 10 ans que j'ai des douleurs et ça fait 10 ans qu'on me dit que c'est dans ma tête. Et donc, en général, ces gens-là ont déjà eu l'approche émotionnelle. Et dans ce cas-là, il ne nous reste que l'approche posturale. Tant mieux. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Est-ce qu'on a incontinence urinaire? Je vais agrandir la question. Ah, voilà. Parce que je ne la vois pas au complet.
Est-ce que la rééducation du plancher périnéal a une place dans l'incontinence urinaire de nature neurologique chez les adolescentes? Ah, ça, c'est une autre question aussi. Alors, je vous explique bien dans les e-learning que je vous propose que ce qu'on propose répond à la biomécanique classique. Alors, la biomécanique classique, c'est une biomécanique qui répond à des structures qui fonctionnent. En fait, nous traitons des dysfonctions. Nous traitons des fonctions qui ne vont pas bien. Par exemple, on est capable de refaire fonctionner un organe qui ne fonctionne pas bien, mais on n'est pas capable de le réparer s'il est cassé. Alors, dans les incontinences urinaires neurogènes, donc dans ce qu'on appelle les vessies neurologiques, on peut aider les patients en traitant les dommages collatéraux. Si l'origine, elle est neurogène, si l'incontinence, elle vient d'un problème neurologique, on va avoir du mal à répondre. Mais en général, ces vessies neurogènes amènent d'autres problèmes. Par exemple, on pourra peut-être avoir une action sur… on va peut-être pouvoir faire baisser le taux de l'incontinence, mais on ne la supprimera pas, c'est impossible. C'est impossible de la supprimer, mais on peut quand même faire quelque chose. Et il faut toujours tenter de faire quelque chose. Ça, c'est une grande règle. À partir de combien de temps en postpartum peut-on traiter les dysfonctions diverses et notamment celle du coccyx? En thérapie manuelle, on considère que les traitements, en tout cas en postpartum, doivent avoir lieu à une certaine distance de l'accouchement si il n'y a pas de problème majeur. Maintenant, si après l'accouchement, votre patiente souffre de douleurs coccygènes importantes, bien sûr, on peut intervenir. Mais en général, quand tout va bien, on attendra facilement 8 semaines avant d'engager les techniques de postpartum. Maintenant, s'il est nécessaire de travailler 2 jours après l'accouchement, les techniques que je vous ai données sont les mêmes qu'on utilise. Vous pouvez les utiliser, il n'y a pas de souci. Les 3 e-learning que je vous propose sur Ambroise Paré Formation, en fait, ils se complètent les uns les autres. Et pour avoir le maximum d'informations, moi, je les ai construits périnée, maternité, algie, et les 3 se complètent. En fait, l'idéal, c'est de commencer par le premier, qui est la biomécanique du périnée. Dans le premier e-learning, je vous explique la biomécanique du périnée et comment la prendre en charge. Comment prendre en charge les dysfonctions courantes du périnée en utilisant des examens cliniques, des techniques bien sûr. Et cet e-learning traite des dysfonctions courantes du périnée, des incontinences urinaires à l'effort, des incontinences mixtes, des incontinences, de l'hyperactivité vésicale. Et dans cet e-learning, je vous explique la prise en charge de la sphère périnée. La sphère périnée, c'est iliaque, sacrum, coccyx et tous les muscles qui jouent un rôle dans cette sphère. À partir de là, à partir de cet e-learning, donc sur la prise en charge de la sphère périnéale, la sphère pelvienne, à partir de là, je vous propose un deuxième e-learning qui est un e-learning sur la maternité. Alors, l'e-learning sur la maternité repose sur le premier, mais dans l'e-learning maternité, je réexplique tout, bien sûr. Mais je suis de ceux qui pensent qu'il vaut mieux entendre 2, 3 ou 4 fois les mêmes choses, parce qu'enseigner, c'est répéter. Si vous décidez de ne faire que l'e-learning sur la maternité, je vous réexplique quand même, de manière un peu plus simple et un peu plus rapide, la biomécanique du périnée et comment on l'adapte
à l'état particulier qu'est la maternité. Donc, ces e-learning se suivent et se complètent, mais s'autosuffisent à eux-mêmes. Ça veut dire que pour en retenir le maximum et pour avoir le maximum d'informations et de pouvoir les utiliser en cabinet, l'idéal est d'engager les e-learning les uns derrière les autres. Mais vous pouvez aussi faire l'e-learning de manière isolée. Donc, dans l'e-learning sur la maternité, je vous expliquerai comment on prend en charge en thérapie manuelle la grossesse et le postpartum. Comment on fait? En fait, je résume ça sous un cahier des charges qui dit que d'abord, on va s'occuper des D3. C'est pour ça que vous avez entendu des questions sur les D3. En fait, on a toujours parlé de mobilité fétale, et bien moi, je vais vous parler de mobilité maternelle, puisque la mobilité fétale ne m'intéresse pas beaucoup, mais la mobilité maternelle m'intéresse. Bébé doit traverser 3 D3, le supérieur, le moyen et l'inférieur, et au plus ces D3 sont grands, au plus ils sont mobiles, au plus bébé aura facile de passer. Ça, c'est la première partie de l'e-learning où on explique comment on examine, comment on pose l'examen clinique et comment on normalise ces D3 pour qu'ils soient les plus grands et les plus souples possibles. Dans la deuxième partie du e-learning sur la maternité, là, je vous explique comment on fait pour que la maison de bébé, on en a parlé tout à l'heure, pour que la maison dans laquelle habite le bébé, l'utérus, soit le plus grand, le plus souple et le plus déformable possible. Ça, pour 2 raisons. La première, c'est d'éviter les malpositions intra-utérines. Et la deuxième, c'est justement que bébé ait suffisamment de place pour se retourner. Et la troisième partie du e-learning traite des inconforts de la grossesse. Puisque bien souvent, nous allons recevoir des futures mamans qui viennent avec des inconforts qui sont toujours les mêmes. Hein. Douleur lombaire, sciatique, œdème au membre inférieur, problème d'estomac, enfin toutes ces choses. Ça, c'est la troisième partie du e-learning. E-learning sur la biomécanique du périnée, e-learning sur la prise en charge de la maternité. Et le troisième e-learning concerne les algies du périnée. Alors, celui-là reprend tous les examens cliniques et toutes les techniques qui ont été expliquées dans les 2 premiers. C'est pour ça que si vous les faites dans l'ordre, vous allez arriver sur le e-learning des algies du périnée avec déjà un certain bagage et ce sera beaucoup plus facile pour vous d'absorber et de comprendre cet e-learning qui est beaucoup plus compliqué que les 2 autres. Alors, pourquoi il est beaucoup plus compliqué? Parce que les algies du périnée sont complexes, parce qu'il faut qu'on parle de muscles, d'articulation, de nerfs, il faut qu'on parle de chaînes ascendantes, descendantes, il faut qu'on parle de posturologie. Hein. Et ça a déjà été largement abordé dans les 2 premiers. Tout est réexpliqué, bien sûr, dans l'e-learning sur les algies du périnée, mais si vous avez déjà entendu les 2 premiers e-learning, celui-là passera beaucoup plus facilement. Après, je vous invite, si vous avez aimé les e-learning, je vous invite aux présentiels qui seront organisés, donc les formations présentielles où je viendrai à votre rencontre et nous pourrons ensemble, je pourrai vous répondre en face, et nous pourrons ensemble reprendre tous les examens cliniques et toutes les techniques qui vous semblent un peu difficiles ou que vous n'avez pas absorbées. Ça sera fait sur les présentiels. Il y en aura plusieurs. Je pense vraiment que ça vaut la peine de compléter un e-learning comme celui-ci par une session présentielle. Ben écoute, merci beaucoup, Gianmarco, pour toutes ces informations. Avant qu'on se quitte, je voudrais souhaiter à tous plein de bonnes choses. Prenez soin de vous et des vôtres. Soyez prudents. Je vous souhaite vraiment plein de bonnes choses et j'espère vraiment vous voir en tête à tête lors d'une session présentielle. Merci de m'avoir écouté.